Bonjour et bienvenue à ce nouveau Science en Tour. Nous sommes ici au Centre national de la recherche scientifique basé à Orléans-Sud. Et nous allons aujourd'hui parler de batteries et supercondensateurs pour un sujet hautement d'actualité qui est le stockage de l'énergie. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Encarnación Raimundo Pinheiro pour nous parler de ce sujet. Bonjour Encarnación, merci de nous accueillir en cette belle journée d'automne. Bonjour et bienvenue au CEMTI. Le CEMTI, c'est le laboratoire pour les conditions extrêmes et les matériaux à haute température et radiation. Donc, dans mon équipe, on va travailler surtout dans les systèmes de stockage d'énergie, les batteries et les supercondensateurs. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est comprendre qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de ce système pour proposer des matériaux de demain. Donc maintenant, je t'invite à faire un petit tour dans le laboratoire. Nous allons parler de le stockage de l'énergie car nous savons en production d'énergie, la production d'énergie, elle est continue, mais par contre, la consommation, elle n'est pas. Donc, quand on va produire l'énergie avec des combustibles typiques comme les combustibles fossiles ou même le nucléaire, on peut avoir vraiment une production que c'est constant dans le temps, mais par contre, après, quand on va l'utiliser dans des habitations, dans des usines, dans des commerces, ça va être à la demande. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, entre la production et la consommation, il faut qu'on mette des moyens, des systèmes de stockage de cette énergie. Donc, ce besoin de stockage de l'énergie, ça va être encore plus clair quand on va travailler avec des énergies renouvelables. Donc, maintenant, on sait bien que la tendance est d'y aller vers ce type d'énergie, donc avec des combustibles moins carbonatés, comme type l'énergie éolique ou l'énergie solaire. Mais les soucis qu'on va avoir avec cette énergie-là, c'est que la production, elle n'est pas constante. On dépend de la météo. Donc, si par exemple ici, on voit la production de ce type d'énergie dans 5 mois complets, donc on voit bien que pendant les jours et la nuit, en jaune c'est le solaire, en bleu c'est l'éolien, on voit bien ce type de fluctuation pendant la journée et pendant tout un mois. Et ça peut varier en plusieurs chances de mois. Donc c'est-à-dire qu'on ajoute à la fluctuation de la consommation, on ajoute aussi la fluctuation dans la production de l'énergie. Pour stocker l'énergie, on va avoir différentes technologies et cela, ça va dépendre de la quantité d'énergie qu'on va stocker. Nous, au CEMTI, on va s'intéresser plutôt dans le stockage électrochimique de l'énergie. Donc, nos recherches sont dirigées plutôt vers les accumulateurs d'énergie, surtout dans les batteries lithium-ion, et après sur des autres systèmes qui sont un peu plus méconnus du public, qui s'appellent des supercondensateurs. Il n'y a pas que l'énergie à considérer, mais aussi la puissance que peut fournir un système. L'énergie totale, elle est importante pour l'autonomie d'un téléphone ou d'un ordinateur ou d'une voiture électrique. Mais je dois aussi considérer la puissance qui est le débit d'énergie que l'on peut obtenir. Ce débit est exprimé en watts ou en joules par seconde. La puissance maximale, elle nous donne à quelle vitesse la voiture peut accélérer, mais aussi quelque part à quelle vitesse la batterie de la voiture peut se recharger. Si on regarde la densité d'énergie et en même temps la densité de puissance, on peut placer sur un même graphique les différents systèmes de stockage d'énergie. Si je veux disposer de grande puissance, j'ai intérêt à aller choisir un supercondensateur qui, même s'il stocke moins d'énergie, en fait, fournit une puissance qui va être très élevée. Évidemment, si je regarde la batterie lithium-ion qui va être dans cette zone-là, je m'aperçois que c'est un système qui stocke nettement moins d'énergie que le moteur à essence ou même que les piles à combustible, mais reste en fait assez raisonnable en densité de puissance. Et donc, le but de la recherche va souvent être d'aller déplacer ces systèmes-là dans le sens d'augmentation de la quantité d'énergie stockée. Le phénomène derrière le fonctionnement d'une batterie, c'est l'oxydoréduction. Si je regarde une batterie, à l'électrode positive, en fait, on va avoir un matériau qui est composé d'oxyde de cobalt et de lithium. Le cobalt au départ est sous forme 3+. De l'autre côté, je vais avoir des grains de graphite, de carbone, qui vont servir en fait à accueillir le lithium. Quand j'impose une tension entre mes deux électrodes, je force les électrons ici en rouge à passer de l'électrode positive à l'électrode négative. Pour garder l'électroneutralité,
Le lithium, lui, va passer de l'électrode positive à l'électrode négative. Le cobalt devient du cobalt 4+, il a donc perdu son électron qui est parti dans le graphite, et le lithium va s'insérer dans le graphite en face de son électron. Maintenant, à la décharge, je vais avoir le phénomène inverse. Les électrons veulent quitter le graphite et repasser dans le cobalt, et le lithium, lui, fait le trajet en sens inverse à travers le séparateur et se réinsère pour former à nouveau l'oxyde de cobalt et de lithium et le graphite sans lithium. Donc, un supercondensateur, c'est aussi un système de stockage de l'énergie. Et si on regarde un tout petit peu les schémas, ça va être très semblable à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, dans un supercondensateur, on retrouve 2 électrodes, on retrouve un séparateur et on retrouve aussi un électrolyte. Mais par contre, comment ça marche, ça va être complètement différent. Pendant la charge des supercondensateurs, on va passer un courant entre les 2 électrodes et on va polariser positivement un électrode, l'autre, on va le polariser négativement. Et qu'est-ce que ça va arriver avec l'électrolyte? C'est que les ions qui sont chargés positivement, ils vont venir se poser dans la surface de l'électrode chargé négativement, et les ions chargés négativement, ils vont venir se poser sur la surface de l'électrode chargée positivement. Ensuite, par la décharge, on va récupérer les courants et les électrolytes, les ions de l'électrolyte, ils vont simplement revenir en solution. Dans les batteries, on avait vu qu'on avait une réaction redox, c'est-à-dire qu'on va avoir une charge constante à une tension donnée. Par contre, dans les supercondensateurs, comme c'est simplement un phénomène électrostatique, on a cette attraction des charges. Donc, qu'est-ce que ça va arriver? C'est que le potentiel il va varier d'une façon constante avec la charge. À la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est 2 condensateurs, un qui se va former dans l'électrode positive par cette séparation des charges, et un autre condensateur ici par la séparation des charges dans l'électrode négative. Mais, donc, alors, si on a un condensateur, pourquoi on appelle ce type de système supercondensateur? Ce n'est pas parce qu'on est trop fier de ce système, c'est simplement parce que si on regarde la capacité qu'elle est en fonction de la distance entre les 2 charges et de la surface de l'interface, dans le cas d'un condensateur normal, ça va être la séparation entre 2 plaques, donc c'est-à-dire qu'on va être de l'ordre de millimètres. Mais par contre ici, dans un supercondensateur, la séparation des charges, ça va être simplement la distance entre l'ion qui est absorbé dans la surface et notre surface d'électrode. Et cette distance, ça va être plus petite que par exemple, ça va être de l'ordre des nanomètres. Et c'est pour cela que les capacités qu'on va obtenir sont très élevées. Ensuite, pour augmenter encore plus cette capacité, on peut jouer sur cette S-là. Cette S-là, ça va être la surface de l'interface entre l'électrode, le côté solide, et l'électrolyte, le côté liquide. Et comment on fait ça? Donc, nous, ici au CMT, on développe des matériaux qui s'appellent des carbones poreux. Donc, ils peuvent s'appeler aussi des carbones activés. Et comment on fait ça? Donc, simplement, on va prendre un précurseur déjà carboné, type des déchets de biomasse, ou un charbon, ou un polymère. Et avec un procédé assez simple, qu'est-ce qu'on arrive à avoir? C'est un matériau très enrichi en carbone, qui est constitué par des petites feuilles de graphène. Donc, des graphènes, ça va être des anneaux de 6 carbones liés les uns les autres. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? C'est une structure que c'est comme si on prenait une feuille, on la frissait très fort. Donc, vous voyez, à l'intérieur, qu'est-ce qui nous reste? C'est de la porosité. Et c'est là-bas qu'on va venir à se stocker nos ions. Donc, on peut arriver à avoir des surfaces spécifiques entre 1000 et 3000 mètres carrés par gramme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que si je prends 1 gramme de mon matériau carboné, et simplement ce gramme-là, chaque particule par particule, je les tirais et je les mettais à plat par terre, je pourrais remplir un demi-terrain de foot. Donc, si on place les supercondensateurs dans le diagramme de Ragon-Encore où on représente l'énergie et la densité de puissance, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les supercondensateurs, comme on peut les décharger très vite, de l'ordre d'un seconde, on a des puissances très élevées comparées avec une batterie dans lesquelles, comme la vitesse de charge ça va être de l'ordre de l'heure, les puissances ils sont plus faibles. Par contre, on est plus bas en énergie. Mais on a encore des avantages. On a cet avantage que je viens de dire, donc la durée de la charge et la décharge, que c'est de l'ordre de 1 seconde à quelques secondes. Et aussi, on a un autre avantage, c'est la durée de vie de ce système. Donc,
Comme dans ce cas-là, on n'a pas de réaction redox comme dans le cas des batteries, on peut cycler ce système entre 100 000 et 1 million de fois, à différence d'une batterie qu'on pourrait y aller entre 400 et 2500 fois. Les supercondensateurs, on va les trouver pour toutes les applications qui sont liées avec la puissance, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'énergie dans un temps très court. Donc, par exemple, un exemple très facile, c'est l'électronique de puissance. Donc, par exemple, quand on va avoir un sauvegarde de mémoire ou un carte graphique, on a besoin vraiment de la puissance et les supercondensateurs, ils vont répondre à cette demande. Aussi, dans les transports, c'est où on a besoin de la puissance, par exemple, dans le système start and stop. Voici un supercondensateur et une batterie lithium-ion commerciale. Donc, cette batterie lithium-ion, on l'a sortie d'un vieux téléphone, vous voyez, c'est fait comme ça. Et qu'est-ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment ils sont faits à l'intérieur. Pour cela, on a ouvert, par exemple, le lithium-ion, on l'a simplement ouvert. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Donc, on a parlé avant que tous ces systèmes, ils sont composés par un électrode positif, un électrode négatif, cathode, anode, un séparateur et tout ça immergé dans l'électrolyte. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on va avoir des rouleaux très longs de matériaux actifs qu'après on va venir applier sur lui-même, à faire des rouleaux bien serrés, pour après le mettre dans notre pile. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de matériaux dans un petit espace pour pouvoir stocker beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est les mêmes choses qu'on a dans les supercondensateurs. Donc vous voyez ici, séparateur, électrode positif, électrode négatif, et tout ça bien roulé, bien serré, pour le mettre dans notre casing. Au laboratoire, quand on va tester un nouveau matériau, un nouveau électrolyte, un nouveau système, on ne va pas y aller vers des cellules assez grandes comme ça, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériaux actifs. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une toute petite quantité de matériaux actifs et on va travailler sur ce type de cellules, donc sont plus petits, soit des piles-boutons, soit des cellules comme ça qu'on appelle des cellules Swagg-Lock, ou après une cellule de ce type-là, que c'est un petit sachet. Maintenant, on va vous montrer toutes les étapes qu'on fait pour monter un système électrochimique. On va commencer par Cyril, qui va vous montrer comment on prépare un électrode de supercondensateur. Les électrodes sont composés de différents matériaux, donc du carbone activé, donc c'est nanoporeux. C'est grâce à ces pores qui permet d'absorber le maximum d'anions et de cations. Ensuite, vu que le carbone est sous forme de poudre, on va lier le tout grâce à du polymère. Ensuite, on rajoute du noir de carbone pour augmenter la conductivité. Et on mélange le tout dans un solvant. Après avoir pesé et mélangé tous les composants, on va homogénéiser le produit. Donc, après avoir homogénéisé notre solution, on va l'étaler sur le collecteur de courant. Donc, le collecteur de courant peut être de différents métaux, donc aluminium, acier inox ou cuivre. À 100 degrés, le solvant va s'évaporer. Donc, on va utiliser le couteau pour étaler la pâte. Donc, sur le couteau, on peut régler l'épaisseur et la hauteur. Et cela nous permet d'avoir un contrôle sur l'épaisseur du film de carbone. Après avoir séché le collecteur de courant, on passe notre carbone dans le laminoir. Donc, on passe plusieurs fois, tout en diminuant petit à petit l'épaisseur pour densifier un maximum notre carbone. On va découper notre carbone. Je mets les pastilles de carbone dans des fiales. Je mets nos électrodes dans le bûchi pour pouvoir les sécher. On le met sous vide. On va augmenter sa température à 120 degrés et on va laisser 12 heures pour que nos échantillons soient bien secs. Maintenant que Cyril vous a montré comment préparer un électrode, on va prendre cet électrode-là et avec les autres composants d'un système, on va monter un pile-bouton. Donc c'est Rachel qui va vous montrer tout cela dans la boîte à gants.
Donc les échantillons ont été introduits ainsi que tous les éléments pour monter la pile bouton. Donc ils sont introduits dans la boîte à gants, donc qui permet d'avoir une atmosphère inerte, donc notamment pour les électrolytes qui sont très sensibles à l'air et à l'eau. Alors pour réaliser la pile bouton, il nous faut un côté moins, ici, une partie plus, ici. On met le premier spaceur, l'électrode de carbone, la fibre de verre, on va mettre ensuite l'électrolyte et là on verse 8 gouttes. On place la deuxième électrode avec la face carbone vers l'intérieur. On met le deuxième spaceur et 2 spacers qui permettent d'aligner tous les éléments lors de la mise sous pression. Le ressort et on ferme avec la partie plus. La pile bouton va être sortie. Alors il faut évacuer l'air dans le circuit grâce à la molette. Puis pomper. On observe que l'aiguille du manomètre augmente. On va jusqu'à 100. On attend environ 10 secondes. Puis on remet de l'air. Et on récupère la pile bouton. Ici, on utilise un anode à base de graphite avec une structure en couche comme anode, déposé sur le cuivre comme une surface conductrice. Et la cathode, c'est basé sur un oxyde de manganèse très pur, déposé sur l'aluminium comme surface conductrice. En fait, plus la composition chimique très uniforme chimiquement, de meilleures performances et longue durée de vie de la batterie sont obtenues. Dans la batterie lithium-ion, le milieu il est rempli par un milieu de transport, c'est l'électrolyte, qui est basé sur un sel de lithium, de sorte que les ions lithium peuvent circuler librement. Et pour éviter un court-circuit, un séparateur est placé entre les deux électrodes. C'est une couche microporosité. On utilise ici dans notre projet un séparateur basé sur le fibre de verre. En fait, dans notre projet, on essaye de trouver une alternative d'électrolyte commerciale utilisée maintenant dans la batterie lithium-ion commerciale qui est plus faible et on essaye d'améliorer la performance électrochimique de la batterie lithium-ion. Et maintenant, comme on a tous les éléments de notre batterie lithium-ion, on va faire l'assemblage de notre batterie dans une boîte à gants pour travailler ces argons parce que notre électrolyte il est sensible à l'air. En fait, l'assemblage de batterie, c'est comme l'assemblage de supercondensateurs qu'on a déjà vu avec Rachel. Et voilà, après l'assemblage dans la boîte à gants, on a notre batterie lithium-ion pour tester électrochimiquement ce qu'on va voir tout de suite avec Simon. Avec cette pile bouton, on va ensuite la connecter au potentiostat. Le potentiostat est une machine qui nous permet de manipuler en tension, en puissance ou en courant notre cellule et d'observer sa réaction. Comme vous le voyez, sur les potentiostats, il y a plusieurs câbles. Chacun de ces câbles nous permet de tester une cellule individuellement. Nous avons beaucoup de tests à faire qui peuvent durer de une journée à plusieurs semaines et des fois, nous devons faire ces tests en parallèle. C'est pour ça que nous avons beaucoup de canaux. Une fois la cellule branchée, nous allons lui appliquer un courant constant grâce à l'ordinateur et on va observer sa réponse en tension. Une fois qu'on a chargé et déchargé la cellule à courant constant, on obtient une courbe de tension qui est représentative du matériau étudié et des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de la cellule pendant que celle-ci cycle. Une fois qu'on a obtenu cette courbe de tension et d'intensité, on va être capable d'extraire des valeurs fondamentales de notre cellule.
par exemple la capacité. La capacité est la quantité d'électrons ou d'ampères que l'on est capable de venir charger ou décharger de notre cellule. Pour cela, on vient regarder le temps que l'on a mis à charger et le courant auquel on a chargé. En les multipliant, on obtient une capacité en ampères-heure. La capacité en ampères-heure est une grandeur que seuls les électrochimistes utilisent. Dans le monde plus commun de l'électricité, on utilise une valeur qui est l'énergie, qui se calcule en watts-heure. Pour l'obtenir, il suffit de multiplier la capacité par la tension. La dernière caractéristique que l'on va pouvoir extraire de ces courbes-là, c'est la puissance. La puissance, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir venir charger ou décharger notre cellule. L'objectif de ce projet est de venir remplacer le lithium que l'on retrouve dans l'électrolyte par des éléments moins chers et plus abondants sur notre planète, tout en gardant le même niveau de performance, c'est-à-dire capacité, énergie et puissance. Nous faisons ensuite cycler notre cellule qui contient une électrolyte à base de lithium à plusieurs niveaux de courant. Les caractéristiques de capacité, énergie et puissance ainsi obtenues vont nous servir de base de comparaison à notre étude. Maintenant, nous allons utiliser le potentiostat pour tester les supercapacités. Mais ce n'est pas mon domaine, c'est celui de Rachel. Donc voici une courbe de charge et décharge pour un supercondensateur. Donc là, en fait, on fixe une intensité et on regarde la tension en fonction du temps. Donc en comparaison avec une batterie, on observe que l'on n'a pas de plateau, donc on n'a pas de réaction d'oxydoréduction et donc c'est un phénomène électrostatique. À partir de cette courbe, on peut déterminer la capacité, l'énergie et la puissance du supercondensateur. À partir des résultats précédents, on peut à présent tracer le diagramme d'Aragon qui représente l'énergie en fonction de la puissance. On peut observer que pour une batterie, l'énergie est plus élevée que pour un supercondensateur et de plus que la puissance pour le supercondensateur est plus élevée qu'une batterie. En d'autres termes, on peut dire qu'une batterie représente un marathonien et le supercondensateur un sprinter. Nous venons de voir comment on teste les systèmes commerciaux. Donc on a pris un batterie lithium-ion, un supercondensateur déjà commercialisé, on vous a montré les tests. Mais pourquoi nous on a besoin d'y aller plus loin? C'est parce que des fois, dans les systèmes qu'on commercialise, on va utiliser des matériaux soit qui sont rares, soit qui sont toxiques ou flammables. Donc il faut chercher toujours des alternatives. Au CMT, on ne va pas chercher dans tous les éléments qu'il y a dans la nature pour trouver des alternatives. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt? C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de ces systèmes. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre les mécanismes des charges, des décharges d'un batterie et d'un supercondensateur. Et pour cela, on utilise des techniques très puissantes comme les Riemann. Donc maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de la batterie ou du supercondensateur au niveau atomique. Et pour ça, on va coupler la charge et la décharge de la batterie ou du supercondensateur avec une mesure de résonance magnétique nucléaire. Pour faire ces mesures-là, on a besoin d'un super aimant. Donc ici, on a un écorché d'un aimant de résonance magnétique nucléaire qu'on a ouvert pour pouvoir vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc, pour créer le champ magnétique très intense, on utilise un bobinage ici. C'est le même principe qu'un électroaimant, sauf que pour qu'il fonctionne et qu'il crée ces champs magnétiques si intenses, il a besoin d'être très très froid. Donc on va le mettre dans un bain d'hélium liquide à 4 Kelvin et on va l'isoler de la chaleur extérieure pour pas que ça s'évapore trop vite. Donc autour, on a des isolants, on a des parois dans lesquelles on va faire le vide et on a un bain d'azote liquide, 77 Kelvin, moins 195 degrés Celsius. Pour vraiment faire une bonne isolation. Et donc pour faire la mesure de résonance magnétique nucléaire, RMN, on a besoin d'une sonde de mesure qui va contenir l'échantillon et qu'on va placer à l'endroit où le champ magnétique est le plus intense, donc ici au cœur, en l'introduisant par le centre de l'aimant par en bas. Donc on a ici un corps de sonde qui va être introduit dans l'aimant. Je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Donc ici, j'enlève le gradient qui sert à isoler l'échantillon, dans notre cas. Et je découvre la sonde de mesure, la bobine qui va servir à faire la mesure de résonance magnétique. Donc quand on fait une expérience de résonance magnétique classique, l'échantillon va venir se placer exactement ici. RMN du liquide, ça sera un tube liquide. Un tube contenant du liquide va se placer ici. Nous, on va faire une mesure sur une cellule électrochimique qui est spécifique à l'expérience qu'on veut faire, qu'on va placer
ici, à l'intérieur, au centre de la bobine, et on va apporter le courant pour pouvoir faire la charge et la décharge par une modification de la sonde, donc un câble ici qui va permettre de connecter la batterie pour la charge et la décharge. Donc on a modifié la sonde en enlevant quelque chose qui est au centre et on va passer le câble à travers. J'ai mis un manchon pour protéger l'extrémité du câble et je l'insère dans la sonde jusqu'à la bobine de détection. Voilà, et puis je peux enlever le manchon. Donc on a également dû faire des modifications pour la cellule électrochimique. On a besoin d'une cellule qui ne soit pas en inox, donc non métallique, et également d'une géométrie spécifique pour pouvoir l'introduire dans la sonde RMN. Donc la cellule RMN est spécifique parce qu'elle est en plastique, et également sa géométrie, mais l'assemblage reste le même. On a un collecteur de courant pour l'électrode positive qu'on va placer tout en bas de la cellule, et un collecteur de courant pour l'électrode négative qu'on va venir placer de l'autre côté, ici. Et l'assemblage sera identique que pour une pile bouton. On aura le sandwich placé entre les deux collecteurs de courant de la même façon que dans une pile bouton. Et donc maintenant, Ludivine va emmener cette cellule en salle des boîtes à gants pour assembler la batterie à l'intérieur et faire les mesures de RMN in situ. Le matériel est dans la boîte à gants et maintenant je vais assembler la cellule. Je mets la première électrode, l'électrode positive. Ensuite le séparateur et l'électrode négative. On met l'électrolyte dans la cellule. Et je referme la cellule. Maintenant, nous sortons la cellule de la boîte à gants et nous pouvons l'emmener pour la mettre dans la sonde. Donc, je suis maintenant dans l'atelier et la cellule qu'on a assemblée en boîte à gants avant, on va pouvoir venir la mettre sur la sonde RMN qui nous permettra de faire notre expérience. Donc, dans l'âme, on a l'électrode positive et celle-ci nous permet de connecter l'électrode négative. Donc on pince pour bien avoir une bonne connexion électrique. Et on a un petit bout d'isolant pour éviter le court-circuit. Et ensuite, je mets ma cellule dans la zone de détection de la bobine. Et on vient mettre un gradient par-dessus. Donc maintenant, on peut aller mettre la sonde dans l'aimant et faire l'expérience in situ. Maintenant que la sonde est dans le spectromètre et donc la cellule installée, on peut connecter la cellule à un boîtier qu'on a développé ici. Donc ce boîtier est relié au galvanostat qui nous permet le cyclage de la cellule. Et en fait, la RMN étant très sensible, ce boîtier permet de blinder la connexion, ce qui nous permet de réduire le bruit sur nos spectres. Donc si on n'a pas de filtre à notre connexion dans le boîtier, on a beaucoup de bruit. Donc ce que vous voyez ici, c'est du bruit. Et si on met un filtre, on élimine ce bruit et on peut voir donc l'apparition des pics qui nous intéressent dans notre cellule. Alors, la résonance magnétique nucléaire, qu'est-ce que c'est? Donc, on va étudier les noyaux des atomes, d'où mot nucléaire, qui n'a rien à voir avec la radioactivité. Par contre, donc, on va utiliser les propriétés magnétiques du noyau. Donc, le noyau a un moment magnétique qu'on appelle le spin, qui fait que quand on va placer l'échantillon dans un champ magnétique très intense, c'est pour ça qu'on utilise les gros aimants de RMN, l'échantillon va développer une aimantation globale qui va la faire se comporter un petit peu comme un aimant. Et donc les champs magnétiques
que cet échantillon va générer, on peut les mesurer et contiennent des informations caractéristiques de l'environnement des atomes, donc au niveau atomique. Donc maintenant, pour étudier la batterie, on va faire de la RMN du lithium-7, puisqu'on veut regarder où sont les atomes de lithium-7 dans la batterie. Donc le résultat de la mesure de RMN, c'est un spectre que vous avez ici, et on a donc des pics qui composent le spectre, et donc un premier environnement qui va correspondre au lithium qui est dans l'électrolyte et dans la couche passivante, ici. Deux autres types d'environnements qui vont correspondre au lithium quand il est inséré dans le graphite. Et donc à partir de là, on va pouvoir suivre ce qui se passe dans la batterie quand on la charge et quand on la décharge, puisque vous l'avez vu avant, les atomes de lithium vont changer d'environnement. Et donc on va pouvoir suivre, grâce au spectre RMN, ce qui se passe dans la batterie quand on la charge et quand on la décharge. On peut également s'intéresser à un phénomène dégradant dans la batterie qui va être le dépôt de lithium métallique. Donc c'est une réaction parasite où en charge, le lithium, au lieu de s'insérer dans le graphite par réaction d'oxydoréduction, va se déposer sous forme lithium métallique en surface de l'électrode. Donc ça va être un problème parce que ça veut dire qu'une partie du lithium n'est pas utilisée pour être stockée de façon normale dans l'électrode négative. Et on peut avoir des pertes de capacité et une dégradation sur le long terme des batteries qui fonctionnent moins bien que ce qu'elles auraient pu. Donc on s'intéresse à caractériser exactement ce dépôt de lithium métallique le plus tôt possible et même quand on a de petites quantités. Et la RMN pour ça est très très bien adaptée puisque vous pouvez voir qu'au niveau du spectre, le lithium métallique va sortir aux alentours de 270 ppm. Donc on va pouvoir le séparer très très bien du lithium qui est inséré dans le graphite qui est dans cette zone. Alors ce dépôt de lithium métallique n'apparaît pas à chaque fois. En général, il apparaît dans des conditions relativement extrêmes de charge très rapide, très basse température, électrode défectueuse. Donc on va pouvoir caractériser ça par RMN. Donc nous, dans notre cas, on va se mettre dans les conditions qui génèrent ce lithium métallique et on va essayer de suivre sa formation au fur et à mesure de la charge. Donc là, vous avez ici le spectre qu'on obtient sur la batterie que Ludivine a mis dans l'aimant. Et vous voyez ici qu'à pleine charge, dans les conditions qu'on utilise, on a formation de lithium métallique à la fin de la charge. Et ensuite, en décharge, on va observer, donc ici en décharge, quand la tension de la batterie décroît, on voit ce lithium métallique qui, dans ce cas, redisparaît. Donc ici, c'est un phénomène qui ne va pas être trop dégradant pour la batterie. Dans d'autres cas, il va rester, et là, c'est là qu'on va avoir vraiment des pertes de capacité au niveau de la batterie et un vieillissement accéléré. Donc ce qu'on vient de vous présenter, c'est seulement un exemple de caractérisation par RMN in situ du dépôt de lithium métallique sur le graphite, mais on peut également caractériser énormément d'autres mécanismes dans les batteries ou les supercondensateurs par RMN in situ. C'est vrai que la force du SEMTI, c'est qu'on est capable de coupler beaucoup de techniques avec l'électrochimie pour regarder in situ operando, qu'est-ce que ça veut dire, qu'on va, en même temps que la batterie ou le supercondensateur va marcher, on va y aller à regarder à l'intérieur, à niveau atomique, moléculaire de l'interface, pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces systèmes-là. Et donc cette spécificité du SEMTI, on va pouvoir la coupler avec des spécialités d'autres équipes de recherche ou de laboratoire pour avancer plus vite dans ce domaine. En France, on a la chance d'être structuré en réseau, le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, RS2E, qui regroupe 17 laboratoires, des industriels, des agences de transfert, pour justement essayer de trouver le plus vite possible les batteries et les supercondensateurs de demain. Donc vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine de stockage de l'énergie, les batteries et les supercondensateurs. Et vous voyez bien que dans un laboratoire, on va recouper différents métiers qui vont travailler sur ça. On a vu des ingénieurs, on a vu des doctorants, des postdoctorants, des chercheurs. Donc, je vous encourage à vous tous, vraiment, si vous voulez suivre ce type de voie, il a vraiment la place pour un jour, peut-être, pourquoi pas, ici au Saint-Thibault.